En avril 1823, dans les registres paroissiaux d'une plantation de la paroisse de Saint-Charles en Louisiane, une seule ligne fut ajoutée puis immédiatement barrée d'une encre différente, plus épaisse, comme si quelqu'un avait voulu effacer ce qui n'aurait jamais dû être consigné. Cette ligne portait un nom de femme et une date de décès. Mais selon les témoignages recueillis des décennies plus tard par un notaire de la Nouvelle-Orléans, cette femme était morte bien avant cette date. Ou peut-être n'était-elle jamais morte du tout. Avant de poursuivre cette histoire qui a hanté 3 générations de planteurs louisianais, je vous invite à vous abonner à cette chaîne si vous appréciez les mystères sombres tirés des archives oubliées de l'histoire. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, car ces histoires nous concernent tous, peu importe d'où nous venons. La Louisiane des années 1820 était une terre de contradictions violentes. Devenue américaine depuis à peine 20 ans après l'achat par Jefferson, elle conservait son âme française et espagnole dans ses lois, ses coutumes, ses préjugés. Le long du Mississippi, les plantations de canne à sucre et de coton s'étendaient comme des royaumes féodaux, chacune gouvernée par des familles créoles qui maintenaient leur pouvoir par la terre, l'esclavage et un réseau complexe d'alliances matrimoniales. La paroisse de Saint-Charles, située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans, abritait certaines des plus prospères de ses propriétés. Les eaux brunes du fleuve charriaient la richesse et les secrets en parts égales. Les brouillards matinaux enveloppaient les champs de canne dans une brume étouffante qui ne se dissipait qu'à midi, quand la chaleur devenait insupportable. Les cyprès chauves se dressaient comme des sentinelles fantomatiques dans les bayous environnants, leurs racines plongeant dans des eaux noires, où flottaient parfois des choses qu'il valait mieux ne pas examiner de trop près. La société louisianaise de cette époque fonctionnait selon des codes rigides. Les planteurs créoles formaient une aristocratie qui se distinguait farouchement des Américains nouvellement arrivés. Ils parlaient français entre eux, assistaient à la messe catholique chaque dimanche et perpétuaient des traditions héritées de l'ancien régime français. Leurs épouses portaient des robes venues de Paris avec 6 mois de retard. Leurs fils étudiaient le droit à la Nouvelle-Orléans avant de revenir gérer les terres familiales. Leurs filles apprenaient le piano, la broderie et l'art de ne jamais regarder directement ce qui se passait dans les quartiers des esclaves. Car l'esclavage était l'ossature même de cette société. Les plantations ne fonctionnaient que grâce au travail forcé de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés d'Afrique ou nés en captivité. Le code noir louisianais, héritage français maintenu même sous domination américaine, prétendait réglementer l'institution, mais dans la pratique, chaque plantation était un monde clos où le maître détenait un pouvoir quasi absolu. Les esclaves vivaient dans des cabanes alignées loin de la maison principale, travaillaient du lever au coucher du soleil et subissaient des châtiments dont personne ne parlait jamais ouvertement en société. C'est dans ce contexte que se dressait la plantation Bellevue, propriété de la famille Fontaine depuis 1782. Située sur une légère élévation qui la protégeait des crues du Mississippi, elle s'étendait sur près de 3000 hectares. La maison principale, de style colonial français avec sa large galerie couverte et ses volets verts, dominait un paysage soigneusement organisé. Les jardins d'agrément près de la demeure, puis les bâtiments utilitaires, les écuries, la sucrerie avec sa cheminée de briques, et enfin, au-delà d'une rangée de chênes verts, les quartiers des esclaves et les champs qui s'étendaient jusqu'à la ligne des cyprès marquant les limites de la propriété. Édouard Fontaine avait hérité de Bellevue à la mort de son père en 1818. À 32 ans, il était considéré comme un homme prudent, méthodique, peut-être un peu froid dans ses manières. Il avait épousé 4 ans plus tôt Célestine Dufresne, fille d'un négociant prospère de la Nouvelle-Orléans, union qui avait apporté à Bellevue le capital nécessaire pour moderniser la sucrerie. Le couple avait 2 enfants en bas âge et vivait selon les conventions strictes de leur classe. Édouard gérait la plantation avec une rigueur comptable, tenant des registres détaillés de chaque aspect de l'exploitation, de la production sucrière aux naissances et décès dans les quartiers des esclaves. Contrairement à certains de ses voisins qui déléguaient la gestion quotidienne à des contremaîtres,
Édouard supervisait personnellement les opérations. Chaque matin, il faisait sa tournée à cheval, inspectant les champs, vérifiant le travail, s'assurant que tout fonctionnait selon ses plans précis. Il n'était pas réputé pour une cruauté particulière, mais plutôt pour une indifférence glaciale qui pouvait être tout aussi terrifiante. Pour lui, les esclaves représentaient des unités de production, des investissements à maintenir en état de fonctionnement optimal. Il calculait leur rendement, leur durée de vie probable, leur valeur marchande avec la même froideur qu'il aurait évalué une machine ou du bétail. Au printemps de 1823, Bellevue comptait 147 esclaves. Édouard tenait un registre manuscrit où chacun était inscrit avec son nom, son âge estimé, ses compétences, sa valeur d'achat et diverses annotations sur son état de santé ou son comportement. Ce registre, conservé dans son bureau, était consulté régulièrement. Il y notait les naissances, les décès, les acquisitions, les ventes. Pour lui, ce document représentait la véritable richesse de Bellevue, plus précieuse que la terre elle-même, car sans cette main-d'œuvre, les champs ne produiraient rien. Or, en ce début d'avril 1823, Édouard se trouvait confronté à un problème. La récolte de canne précédente avait été exceptionnelle et il prévoyait d'étendre ses cultures sur des terres récemment drainées près du bayou. Cela nécessitait davantage de travailleurs. De plus, 3 de ses esclaves les plus robustes étaient morts durant l'hiver, 2 de fièvre, 1 dans un accident au moulin de la sucrerie. Il devait reconstituer ses effectifs. Le marché aux esclaves de la Nouvelle-Orléans se tenait sous les arcades de l'hôtel Saint-Louis, sur la rue Chartres. C'était un lieu d'affaires comme un autre dans cette ville où l'odeur du café, du tabac et de la misère humaine se mêlait dans l'air chaud et humide. Les marchands exposaient leurs marchandises sur des estrades en bois, hommes, femmes et enfants exhibés comme du bétail, inspectés, palpés, évalués. Les acheteurs examinaient les dents, la musculature, cherchaient les signes de maladie ou de rébellion. Les transactions se faisaient en français, en anglais, en espagnol, parfois dans un mélange des 3 langues. Édouard s'y rendit un mardi matin d'avril, accompagné de Jacques Bertrand, son contremaître de confiance, un homme taiseux au visage marqué par la petite vérole qui supervisait les quartiers des esclaves depuis 15 ans. Ils arrivèrent tôt, avant la foule, car Édouard préférait avoir le premier choix. Le marché était déjà animé, les marchands vantant leurs lots fraîchement arrivés de Virginie, du Maryland, ou parfois directement d'Afrique via Cuba, pour contourner l'interdiction de la traite atlantique. Édouard passa plusieurs heures à inspecter les esclaves disponibles. Il acheta d'abord 3 hommes jeunes et robustes, originaires de Virginie, habitués au travail dans les plantations de tabac et qui s'adapteraient rapidement à la canne. Il négocia les prix avec son habileté coutumière, obtenant une réduction pour l'achat groupé. Les transactions furent consignées par un clerc notarial, les papiers signés, l'argent versé. Il s'apprêtait à partir lorsque Jacques attira son attention sur une estrade isolée, presque à l'écart du marché principal. Un marchand qu'Édouard ne connaissait pas, un homme maigre au teint cireux, nommé Thaddeus Cormier, y présentait ce qu'il annonçait comme le dernier lot de la matinée. Sur l'estrade se tenait une femme seule. Édouard s'approcha par curiosité professionnelle. La femme devait avoir environ 25 ans, peut-être moins, difficile à dire avec certitude. Sa peau était d'un brun cuivré inhabituel, suggérant peut-être des origines caribéennes. Elle était grande, mince sans être maigre, avec une posture étrangement droite, malgré les chaînes qui reliaient ses poignets. Ce qui frappait immédiatement, c'était son regard. Contrairement aux autres esclaves qui baissaient les yeux par habitude ou par peur, cette femme regardait droit devant elle, à travers la foule, comme si elle observait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Édouard demanda son prix. Cormier hésita, jeta un coup d'œil nerveux vers la femme puis annonça une somme ridiculement basse. Moins de la moitié de ce qu'Édouard venait de payer pour ces 3 hommes. C'était presque insultant. Méfiant, Édouard interrogea le marchand sur les antécédents de la femme. Cormier sortit des papiers froissés d'une sacoche en cuir.
Selon les documents, elle se nommait Madeleine. Avait été achetée 6 mois plus tôt à un planteur de sucre de Saint-Domingue, l'île que certains appelaient maintenant Haïti depuis la révolte. Elle était présentée comme docile, en bonne santé, capable de travaux domestiques et agricoles. Mais quelque chose dans le ton de Cormier sonnait faux. Édouard, marchand avisé, reconnaissait quand on lui cachait des informations. « Pourquoi ce prix ?» demanda-t-il directement. Cormier se racla la gorge. Elle a eu quelques problèmes d'adaptation avec ses précédents propriétaires. Rien de grave. Simplement, certains la trouvent perturbante. Perturbante comment? Elle ne parle pas. Pas un mot depuis qu'elle est arrivée. Et elle a ce regard. Cormier ne termina pas sa phrase, comme s'il regrettait déjà d'avoir trop dit. Édouard examina de nouveau la femme. Elle n'avait toujours pas bougé, n'avait pas réagi à la conversation qui se déroulait à son sujet. Son visage était impassible, presque serein. Mais ses yeux... Il y avait quelque chose dans ses yeux qui donnait l'impression qu'elle voyait bien au-delà de la surface des choses. Jacques se pencha vers son maître et murmura « Monsieur Fontaine, je ne suis pas sûr, il y a d'autres femmes disponibles. » Mais Édouard, homme de calcul, voyait une opportunité. Une esclave en bonne santé pour un prix dérisoire. Le silence pouvait même être un avantage dans une maison où Célestine se plaignait souvent du bavardage des domestiques. Et si elle s'avérait vraiment problématique, il pourrait toujours la revendre ou l'envoyer au champ. Ses papiers sont en règle. Cormier hocha vigoureusement la tête et tendit les documents. Édouard les examina. Tout semblait conforme. Acte de vente original d'un certain Renaud Lavallée de Port-au-Prince, daté de 1822. Certificat de transport maritime. Enregistrement à la Nouvelle-Orléans 3 mois plus tôt. Ce que les papiers ne mentionnaient pas, ce que Cormier se garda bien de révéler, c'est que Madeleine avait déjà eu 5 propriétaires en 6 mois. Que chacun s'en était débarrassé rapidement, certains avec un soulagement visible. Qu'un planteur près de Bâton Rouge avait payé pour qu'on l'emmène loin de sa propriété après seulement 2 semaines. Que les rumeurs circulaient parmi les marchands d'esclaves, des rumeurs qu'il partageait à voix basse, loin des clients. Édouard, ignorant tout cela, négocia encore le prix par principe, obtint une réduction supplémentaire de quelques dollars et conclut l'achat. Les papiers furent signés. L'argent changea de main. Cormier sembla pressé de conclure la transaction, de retirer les chaînes de Madeleine et de la remettre à son nouveau propriétaire. Au moment où les fers tombèrent de ses poignets, Madeleine tourna pour la première fois son regard directement vers Édouard. Ce fut bref, à peine une seconde, mais il sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. Il y avait dans ce regard quelque chose qui dépassait la simple soumission ou la résignation qu'il avait l'habitude de voir chez les esclaves. C'était un savoir. Comme si elle connaissait déjà la fin de l'histoire qui ne faisait que commencer. Jacques attacha Madeleine avec les 3 hommes récemment achetés, et le petit groupe prit la route vers Bellevue. Durant tout le trajet en charrette, sous le soleil de midi qui tapait impitoyablement, Madeleine resta immobile, le regard fixé vers l'horizon où le fleuve se confondait avec le ciel. Elle ne prononça pas un mot, ne fit pas un geste superflu. Les 3 hommes, eux, jetaient des coups d'œil nerveux dans sa direction, comme s'ils percevaient quelque chose que leur nouveau maître ne voyait pas encore. Ce n'est qu'en arrivant à Bellevue, alors que le soleil déclinait et projetait de longues ombres sur les champs de canne, qu'Édouard remarqua un détail qu'il n'avait pas saisi au marché. Les poignets de Madeleine portaient des marques profondes, anciennes, qui suggéraient qu'elle avait porté des fers pendant très longtemps. Mais ce n'étaient pas des marques ordinaires. La peau avait cicatrisé de façon étrange, formant des motifs qui ressemblaient presque à des symboles. Ou peut-être n'était-ce que le jeu de la lumière rasante. Il chassa cette pensée de son esprit. C'était un achat judicieux, un investissement rentable. Rien de plus. Mais cette nuit-là, dans son bureau en révisant ses comptes, Édouard inscrivit le nom de Madeleine dans son registre. Et au moment où il traça le dernier trait de plume, une bourrasque soudaine fit claquer les volets de la fenêtre pourtant fermée, et la flamme de sa chandelle vacilla comme si quelque chose venait de passer tout près.
Les premiers jours de Madeleine à Bellevue se déroulèrent dans un calme trompeur qui ne fit qu'accentuer le malaise grandissant dans la maisonnée. Édouard l'avait assignée aux travaux domestiques sous la supervision de Thérèse, une esclave de 50 ans qui dirigeait le personnel de maison depuis 2 décennies et connaissait les rouages de Bellevue mieux que quiconque. Thérèse avait vu défiler des dizaines de nouveaux venus au fil des années et elle savait repérer immédiatement ceux qui causeraient des problèmes et ceux qui s'intégreraient sans difficulté. Mais avec Madeleine, son instinct habituellement infaillible restait muet. La nouvelle venue accomplissait toutes les tâches assignées avec une efficacité troublante, sans jamais poser de questions, sans jamais demander qu'on lui répète les instructions. Elle semblait comprendre ce qu'on attendait d'elle avant même qu'on le formule. Et il y avait ce silence obstiné. Pas un mot, pas même un murmure. Thérèse avait d'abord pensé que Madeleine était peut-être muette, mais la façon dont elle respirait, dont elle toussait parfois légèrement, prouvait que ses cordes vocales fonctionnaient. C'était un choix délibéré, ce silence, un refus. Ce qui perturbait davantage Thérèse, c'était la réaction des autres esclaves. Dès le premier soir, lorsque Madeleine fut installée dans une des cabanes des quartiers, un changement subtil s'opéra. Les conversations s'éteignaient lorsqu'elle s'approchait. Les gens détournaient le regard. Personne ne s'asseyait près d'elle lors des maigres repas du soir. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, plutôt une prudence instinctive, comme des animaux évitant un prédateur qu'ils ne peuvent pas voir, mais dont ils sentent la présence. Old Joseph, le doyen des esclaves de Bellevue, un homme de 70 ans qui avait été capturé en Afrique dans sa jeunesse et avait survécu à 3 générations de maîtres, refusa catégoriquement de partager son feu avec Madeleine lors d'une soirée fraîche. Quand Thérèse lui demanda pourquoi, il se contenta de secouer la tête et de murmurer en créole « Elle porte quelque chose qui ne devrait pas être ici ». Thérèse rapporta ses inquiétudes à Jacques Bertrand, qui les relaya à Édouard, de manière édulcorée. Le maître de Bellevue balaya ses préoccupations d'un geste impatient. Des superstitions, des contes de bonnes femmes. Il avait payé pour une travailleuse et Madeleine travaillait avec diligence. C'était tout ce qui importait. Mais au bout d'une semaine, même Édouard ne pouvait plus ignorer certains détails troublants. Les chiens de la plantation, 3 molosses dressés pour traquer les fugitifs et garder la propriété, refusaient d'approcher Madeleine. Lorsqu'elle traversait la cour, ils se taisaient brusquement, les oreilles plaquées en arrière, et reculaient en grondant sourdement. Édouard, qui avait élevé ces animaux depuis leur naissance, n'avait jamais vu un tel comportement. Il attribua cela à une odeur particulière, peut-être un résidu de quelque traitement médical subi avant sa vente. Puis il y eut l'incident avec les enfants. Célestine avait pour habitude de prendre le thé l'après-midi sur la galerie, surveillant d'un œil distrait ses 2 fils, Paul et Henri, âgés de 5 et 3 ans, qui jouaient dans le jardin. Un mardi, alors que Madeleine apportait le service, le petit Henri, qui avait couru vers sa mère pour lui montrer un insecte capturé, s'arrêta net en voyant la nouvelle domestique. Son visage, généralement souriant et espiègle, se figea. Il lâcha le bocal qui se brisa sur les dalles de pierre et se mit à pleurer, un sanglot profond, presque terrorisé. Célestine, agacée par ce caprice inexplicable, gronda l'enfant et ordonna à Madeleine de nettoyer les débris. Mais plus tard dans la soirée, lorsqu'elle coucha Henri, le petit garçon murmura quelque chose qui glaça le sang de sa mère. « La dame aux yeux qui ne clignent pas, elle me regarde même quand elle ne me regarde pas. » Célestine interrogea son fils, essayant de comprendre, mais Henri ne put ou ne voulut pas expliquer davantage. Il se contenta de répéter que la dame lui faisait peur, qu'elle savait des choses. Ce soir-là, Célestine en parla à Édouard dans l'intimité de leur chambre. Son mari, homme rationnel, minimisa l'incident. Les enfants avaient des peurs irrationnelles. Henri avait peut-être simplement été surpris par le visage inconnu. Cela passerait. Mais Célestine, mère protectrice, avait l'instinct que quelque chose n'allait pas. Elle exigea qu'on éloigne Madeleine du service près des enfants. Édouard céda pour avoir la paix,
et réassigna Madeleine aux travaux de lingerie dans une dépendance éloignée de la maison principale. C'est là, dans cette buanderie isolée où elle passait ses journées à laver, rincer, essorer et repasser le linge de la famille Fontaine, que Madeleine devint presque invisible. On lui apportait les paniers de linge sale le matin, on récupérait le linge propre le soir. Entre-temps, elle travaillait seule, entourée de la vapeur qui s'échappait des cuves d'eau bouillante dans une chaleur étouffante qui aurait été insupportable pour quiconque. Thérèse, qui supervisait ce travail, remarqua que Madeleine ne transpirait jamais. Même dans cette fournaise, même en manipulant les lourds draps mouillés, sa peau restait sèche. Ce détail, apparemment insignifiant, obsédait Thérèse. C'était contre nature. Tout le monde transpirait dans cette chaleur, tout le monde sauf Madeleine. Elle partagea cette observation avec Old Joseph, qui hocha gravement la tête. « Je te l'avais dit, elle porte quelque chose. »« Quoi » demanda Thérèse. « Qu'est-ce qu'elle porte ?» Mais Joseph refusa d'en dire plus. Il y avait des choses, expliqua-t-il, dont il ne fallait pas parler ouvertement, des connaissances qui attirèrent l'attention de ce qu'on voulait éviter. Les semaines passèrent, et Madeleine devint une présence fantomatique à Bellevue. Elle accomplissait son travail avec une perfection mécanique. Jamais une tâche n'était oubliée, jamais un pli n'était mal fait. Le linge revenait d'une propreté immaculée, presque surnaturelle. Édouard, satisfait de ce rendement, considérait son achat comme une réussite. Mais dans les quartiers des esclaves, une anxiété sourde s'installait. Des incidents inexplicables commençaient à se produire. Un matin, 3 poules furent retrouvées mortes dans le poulailler, alignées en triangle parfait, sans trace de violence, simplement mortes. Le jardinier qui découvrit la scène jura que quelqu'un avait disposé les cadavres ainsi. Mais personne n'avait rien vu ni entendu durant la nuit. Une semaine plus tard, un des jeunes esclaves chargés de l'entretien des écuries se réveilla au milieu de la nuit, certain qu'on l'observait. Il ouvrit les yeux et, dans l'obscurité de la cabane qu'il partageait avec 5 autres, il distingua une silhouette immobile près de la porte. Madeleine. Elle se tenait là, parfaitement immobile, les yeux ouverts dans le noir. Le jeune homme voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Il ferma les yeux, terrifié, et lorsqu'il les rouvrit quelques secondes plus tard, elle n'était plus là. Ou peut-être n'avait-elle jamais été là. Il raconta cette histoire le lendemain, mais plusieurs personnes le traitèrent de menteur ou de lâche effrayé par son ombre. Pourtant, 2 autres esclaves, dans des cabanes différentes, rapportèrent des expériences similaires dans les jours qui suivirent. Une présence nocturne, une silhouette qui observait. Toujours Madeleine, toujours immobile, toujours silencieuse. Jacques Bertrand fut finalement informé de ces rumeurs par Thérèse, qui craignait que la situation ne dégénère. Le contremaître, homme pragmatique peu enclin au mysticisme, décida de vérifier par lui-même. Une nuit, il se posta discrètement près des quartiers, abrité par l'ombre d'un chêne, et attendit. Les heures s'écoulèrent. Minuit passa. Jacques commençait à penser qu'il perdait son temps avec des histoires de négresses superstitieuses lorsqu'il la vit. Madeleine sortait de la buanderie. À 2 heures du matin, elle ne se dirigea pas vers sa cabane. Au lieu de cela, elle marcha lentement vers les champs de canne, sa chemise de nuit claire presque lumineuse dans l'obscurité. Jacques la suivit à distance, cachée par les rangées de plants. Elle s'enfonça profondément dans les champs, bien au-delà de la zone habituellement fréquentée, jusqu'à une clairière près du bayou où plus personne ne s'aventurait depuis qu'un esclave s'y était noyé 2 ans auparavant. Là, elle s'arrêta, et elle resta immobile, pendant des heures, jusqu'à l'aube. Jacques, dissimulé à une 50aine de mètres, l'observa durant toute cette nuit interminable. Madeleine ne bougea pas, ne s'assit pas, ne se coucha pas. Elle demeura debout, face au bayou, comme une statue. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre, elle se retourna brusquement, non pas progressivement mais d'un seul mouvement, et marcha directement vers l'endroit où Jacques se cachait. Il retint son souffle, certain d'être découvert. Mais elle passa à moins de 3 mètres de lui, sans tourner la tête.
sans montrer le moindre signe qu'elle l'avait repéré, et retourna vers la buanderie d'où elle reprit son travail, comme si de rien n'était. Jacques retourna à la maison principale, avec une certitude glacée. Quelque chose n'allait pas avec Madeleine, quelque chose de profondément anormal. Mais comment expliquer cela à M. Fontaine? Comment décrire ce qu'il avait vu sans passer pour un imbécile superstitieux? Il décida d'attendre, d'observer davantage, de rassembler plus de preuves concrètes. Ce fut une erreur, car les choses allaient empirer bien avant qu'il ne trouve le courage de parler. Le mois de mai apporta avec lui la chaleur étouffante et humide typique de la Louisiane. Cette atmosphère oppressante où l'air lui-même semble avoir du poids. Les champs de canne croissaient rapidement, promettant une récolte abondante. Édouard était satisfait. Bellevue fonctionnait comme une horloge bien huilée. Les nouveaux esclaves s'étaient de bien intégrés. La production dépassait ses prévisions. Seule ombre au tableau, Célestine se plaignait de migraines persistantes. Le médecin de famille, le docteur Armand Gervais, diagnostiqua une simple affection nerveuse, fréquente chez les femmes de sa condition, et prescrivit du laudanum. Mais les migraines s'aggravaient, accompagnées d'insomnie et de cauchemars dont Célestine refusait de parler en détail. Des rêves confus, disait-elle vaguement lorsqu'Édouard s'inquiétait. Mais une nuit, il la trouva assise dans leur lit, fixant l'obscurité, tremblante. Lorsqu'il lui demanda ce qui n'allait pas, elle murmura « Il y a quelqu'un dans la maison, quelqu'un qui ne devrait pas être là. » Édouard fit inspecter la demeure de fond en comble. Toutes les portes et fenêtres étaient verrouillées. Aucun intrus. Il attribua ses angoisses aux effets secondaires du laudanum et demanda au docteur Gervais de réduire les doses. Mais la nuit suivante, Célestine le réveilla en sursaut, agrippant son bras avec une force surprenante. « Elle est dans le couloir », chuchota-t-elle. « Je l'entends marcher. » Édouard se leva, prit son pistolet et explora la maison. Il ne trouva personne. Seul le craquement habituel du bois qui travaillait dans la chaleur nocturne. Mais en passant devant la fenêtre du couloir, il aperçut quelque chose qui le figea. Dans la cour, éclairée par la lune presque pleine, se tenait Madeleine, immobile, levant les yeux directement vers la fenêtre où il se trouvait. À cette distance, dans cette luminosité argentée, il ne pouvait distinguer ses traits avec précision, mais il aurait juré qu'elle souriait. Il cligna des yeux, et elle n'était plus là. Le lendemain matin, Édouard interrogea Jacques. Le contremaître avoua avoir remarqué que Madeleine ne semblait pas dormir normalement, qu'elle était souvent vue dehors à des heures inhabituelles. Mais elle accomplissait son travail sans faute, ne causait aucun problème visible. Que pouvait-on lui reprocher concrètement? C'est alors que se produisit le premier incident vraiment grave. Marie-Louise, une jeune esclave de 18 ans qui travaillait aux cuisines, s'effondra en plein après-midi. Elle fut prise de convulsions violentes, son corps se tordant de façon incontrôlable, sa bouche écumant. Thérèse et 2 autres femmes essayèrent de la maintenir, de l'empêcher de se blesser. Les convulsions durèrent près de 10 minutes avant de cesser brusquement, laissant Marie-Louise épuisée et haletante. Le docteur Gervais fut appelé d'urgence. Il examina la jeune femme, vérifia ses pupilles, son pouls, l'interrogea sur ce qu'elle avait mangé ou bu. Marie-Louise, encore tremblante, raconta qu'elle avait simplement croisé Madeleine dans la cour. Leurs regards s'étaient rencontrés, et à ce moment précis, elle avait ressenti comme si quelque chose entrait en elle, quelque chose de froid et d'étranger qui prenait possession de son corps. Le docteur Gervais, homme de science formé à Paris, écarta ses divagations. C'était probablement de l'épilepsie, ou peut-être un coup de chaleur. Il prescrivit du repos et une saignée préventive. Mais 3 jours plus tard, le même phénomène se reproduisit avec un autre esclave, puis une semaine après, avec un 3e. À chaque fois, les victimes rapportaient la même chose. Un croisement de regard avec Madeleine, suivi d'une sensation d'intrusion, puis les convulsions. Jacques Bertrand ne pouvait plus ignorer l'évidence. Il alla voir Édouard dans son bureau et lui parla franchement. « Monsieur, je pense que nous devons nous débarrasser de cette femme.
Elle cause des troubles parmi les autres. Des troubles? Édouard leva les yeux de ses registres. Elle fait son travail mieux que quiconque. Ses crises sont médicales, le docteur l'a confirmé. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois. Jacques hésita, cherchant ses mots. Il se passe quelque chose d'anormal avec elle. Les gens ont peur. Et quand les gens ont peur, ils deviennent imprévisibles. Vous me déceviez, Jacques. Je vous croyais plus rationnel. Édouard referma son registre d'un geste sec. Cette femme nous a coûté une bouchée de pain et travaille comme deux. Je ne vais pas m'en séparer à cause de superstitions ridicules. Jacques voulut insister, mais le ton d'Édouard ne laissait place à aucune discussion. Le contremaître se retira, frustré et inquiet. Cette nuit-là, Old Joseph demanda à parler à Jacques en privé. Les deux hommes se rencontrèrent près des écuries, loin des oreilles indiscrètes. Le vieil esclave, habituellement stoïque, semblait profondément troublé. « Monsieur Bertrand », commença-t-il dans son français haché par l'accent créole, « je dois vous dire quelque chose d'important. » Jacques l'encouragea d'un hochement de tête. « Quand j'étais jeune, en Afrique, avant qu'il m'emmène, continua Joseph, il y avait des gens dans mon village. Des gens qu'on appelait les marcheurs entre deux mondes. Ils pouvaient... Il chercha le mot. Ils pouvaient mettre leur esprit dans d'autres corps, prendre le contrôle. Des contes, Joseph, des légendes. Non, monsieur, je les ai vus, j'ai vu ce qu'ils faisaient. Les yeux du vieil homme brillaient dans l'obscurité. Cette femme, Madeleine, elle a la même qualité dans ses yeux, le même vide, comme si elle n'était pas vraiment là, ou comme si elle était là, mais aussi ailleurs. Jacques voulut balayer ses propos, mais quelque chose dans le ton de Joseph l'arrêta. Le vieil homme n'était pas un conteur fantaisiste. C'était un survivant, quelqu'un qui avait traversé les pires horreurs que l'humanité pouvait infliger et qui avait conservé sa lucidité. S'il parlait, c'est qu'il avait une raison. « Que suggérez-vous » demanda Jacques. « Elle ne doit pas rester ici. » La voix de Joseph était ferme. « Peu importe ce que dit Monsieur Fontaine, elle apporte quelque chose avec elle. Quelque chose qui va grandir. Et quand ça sera trop grand, il sera trop tard. Je ne peux pas convaincre Monsieur Fontaine avec des histoires de possession ou de sorcellerie. » Joseph soupira profondément. « Alors observez-la. Vraiment. Regardez ce qu'elle fait quand elle pense que personne ne regarde. Et vous verrez. » Les jours suivants, Jacques suivit le conseil de Joseph. Il observa Madeleine avec une attention minutieuse, notant chaque détail de son comportement. Ce qu'il découvrit ne fit qu'accentuer son malaise. Madeleine ne mangeait presque rien. Les portions qu'on lui apportait revenaient presque intactes. Comment pouvait-elle maintenir sa force physique avec si peu de nourriture? Elle ne buvait que de l'eau, en quantité infime. Elle ne dormait jamais. Du moins personne ne l'avait jamais vue dormir. Ses yeux ne clignaient presque jamais, donnant à son regard cette qualité fixe et perturbante qui mettait tout le monde mal à l'aise. Et il y avait autre chose. Lorsqu'elle travaillait, pliait le linge, lavait les draps, ses mains bougeaient avec une précision mécanique absolue. Pas de variation, pas d'hésitation, pas de gestes superflus. C'était comme regarder une machine fonctionner, pas un être humain. Jacques commença à tenir un journal personnel de ses observations. Il notait les heures où il la voyait, ce qu'elle faisait, les réactions des autres à sa présence. Un schéma émergea progressivement, un schéma qui glaça le sang du contremaître. Madeleine se tenait toujours à des endroits stratégiques de la plantation, des lieux d'où elle pouvait observer tout ce qui se passait. La cour principale, l'entrée des quartiers des esclaves, le chemin menant au champ, et toujours, elle restait immobile, regardant, comme si elle cartographiait chaque centimètre de Bellevue, chaque personne, chaque routine. Mais pourquoi faire? La réponse commença à se dessiner lors d'un incident qui aurait pu passer inaperçu. Un dimanche après-midi, jour de repos relatif où les esclaves avaient quelques heures de liberté, un groupe d'hommes discutait près des cabanes. Leur conversation portait sur un sujet dangereux, la possibilité de fuir.
C'était le genre de discussion qui se tenait toujours à voix basse, avec des regards nerveux autour, car les conséquences d'être surpris à planifier une évasion étaient terribles. Jacques, qui passait non loin et surpris des bribes de conversation, allait intervenir pour les réprimander lorsqu'il remarqua Madeleine. Elle était à 30 mètres de là, apparemment occupée à étendre du linge. Mais son visage était tourné vers le groupe d'hommes. Et Jacques aurait juré qu'elle pouvait entendre chaque mot échangé, malgré la distance et le murmure de leur voix. Le lendemain matin, ces mêmes hommes furent convoqués par Édouard dans son bureau. Quelqu'un avait rapporté leur conversation. Ils furent sévèrement punis, fouettés publiquement pour l'exemple, et séparés, dispersés vers différents chantiers de la plantation pour éviter qu'ils ne complotent ensemble. Qui avait rapporté? Édouard refusa de révéler sa source, comme il le faisait toujours. Mais Jacques savait. Madeleine avait parlé. Pour la première fois depuis son arrivée, elle avait rompu son silence. Mais seulement pour rapporter, pour dénoncer, pour servir les intérêts du maître. C'était là sa fonction véritable. Une espionne. Une informatrice parfaite, parce que personne ne la soupçonnait de pouvoir ou vouloir communiquer. Jacques confronta Édouard avec cette théorie. Son maître le regarda avec un sourire satisfait. « Vous commencez à comprendre sa valeur, Jacques. »« Oui, Madeleine m'a parlé. Un soir, elle est venue me voir et m'a raconté ce qu'elle avait entendu. D'une voix parfaitement claire, je dois dire. Son silence n'était qu'une façade, un moyen de paraître inoffensive. Brillant, n'est-ce pas? Monsieur, avec tout le respect, c'est dangereux. Les autres vont finir par comprendre, et quand ils comprendront, qu'ils comprennent. » Édouard se carra dans son fauteuil. Qu'ils sachent qu'ils sont observés, cela les rendra plus dociles. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Madeleine est un investissement remarquable. Elle vaut 100 fois ce que j'ai payé. Jacques quitta le bureau avec un sentiment de catastrophe imminente. Édouard ne voyait que l'utilité immédiate, l'avantage tactique d'avoir une espionne parmi les esclaves, mais il ne comprenait pas ce que cela allait créer. La peur, la paranoïa, et finalement, le désespoir, car des gens désespérés deviennent capables de n'importe quoi. Les semaines qui suivirent virent l'atmosphère à Bellevue se détériorer de façon palpable. Les esclaves cessèrent presque complètement de parler entre eux. Les chants qui accompagnaient habituellement le travail dans les champs se turent. Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le bruit des outils et les ordres des contremaîtres. Plusieurs tentatives furent faites pour neutraliser Madeleine. Rien de violent car cela aurait attiré des représailles, mais des actes de sabotage subtils. On oubliait de lui apporter ses maigres rations. On déplaçait ses affaires. On lui assignait les tâches les plus pénibles. Madeleine ne réagissait jamais. Elle acceptait tout avec la même impassibilité. Et elle continuait d'observer, d'écouter, de rapporter. 3 autres esclaves furent punis suite à des informations qu'elle avait transmises à Édouard. Un pour avoir volé un morceau de pain, un autre pour avoir négligé son travail, un troisième pour avoir tenu des propos irrespectueux. La haine envers Madeleine croissait chaque jour. Mais c'était une haine silencieuse, contenue, car personne n'osait s'exprimer ouvertement contre celle qui avait l'oreille du maître, sauf Old Joseph. Le vieil homme, qui n'avait plus rien à perdre à son âge, osa défier Madeleine publiquement un soir, devant une assemblée de plusieurs dizaines d'esclaves. « Tu n'es pas des nôtres », déclara-t-il d'une voix forte. « Tu n'es pas humaine. Je ne sais pas ce que tu es, mais tu n'as pas ta place parmi nous. » Tous se figèrent. C'était la première fois que quelqu'un osait verbaliser ce que beaucoup pensaient en secret. Madeleine, qui se tenait à l'écart comme toujours, tourna lentement son regard vers Joseph. Et pour la première fois depuis son arrivée, elle parla. Devant témoins. D'une voix douce, presque mélodieuse, mais avec une tonalité qui fit frissonner tous ceux qui l'entendirent. « Je suis exactement ce que j'ai besoin d'être. » Ce fut tout. Mais ces quelques mots suffirent à terrifier l'assistance, car il y avait dans cette voix quelque chose d'indéfinissable, une qualité qui n'appartenait pas tout à fait au monde ordinaire. Pas surnaturelle, non,
mais profondément, viscéralement inquiétante. Joseph recula d'un pas, son visage reflétant une peur qu'il n'avait pas montrée même lors de sa capture en Afrique des décennies plus tôt. Cette nuit-là, le vieil homme mourut dans son sommeil, sans cause apparente. Son cœur s'était simplement arrêté de battre. Le docteur Gervais, appelé pour constater le décès, conclut à une mort naturelle. Joseph était vieux, après tout. Son heure était venue. Mais tous ceux qui vivaient dans les quartiers des esclaves savaient. Tous comprenaient ce qui s'était passé. Madeleine avait tué Joseph. Pas avec un couteau ou du poison. Pas avec ses mains. Mais elle l'avait tué quand même. Comment? Aucun d'eux ne pouvait l'expliquer rationnellement. Mais ils le savaient dans leurs tripes, avec cette certitude instinctive qui transcende la logique. La mort de Hall de Joseph marqua un tournant dans l'histoire de Bellevue. Ce qui avait été jusqu'alors une peur diffuse, une anxiété sourde, se transforma en terreur tangible. Les esclaves cessèrent de dormir normalement. Beaucoup restaient éveillés toute la nuit, guettant les ombres, sursautant au moindre bruit. Certains commencèrent à fabriquer en secret des gris-gris, ces amulettes protectrices héritées des traditions africaines et caribéennes, malgré l'interdiction formelle de pratiquer toute forme de religion autre que le catholicisme imposé par les maîtres. Thérèse, qui avait toujours été une catholique dévote, se mit à réciter compulsivement son chapelet, les doigts déformés par l'arthrite égrenant les perles du matin au soir. Elle avait demandé au père Augustin, le prêtre de la paroisse qui venait dire la messe une fois par mois à Bellevue, de bénir les quartiers des esclaves. Le prêtre avait accepté, perplexe, et avait aspergé les cabanes d'eau bénite en marmonnant des prières latines. Cela n'avait servi à rien. Madeleine continuait ses rondes nocturnes, continuait d'observer, continuait de rapporter. Et maintenant, avec la mort de Joseph suspendue au-dessus de tous comme une menace silencieuse, personne n'osait plus la défier. Jacques Bertrand, rongé par la culpabilité d'avoir ignoré trop longtemps les avertissements, décida de prendre les choses en main. Il ne pouvait pas forcer Édouard à se débarrasser de Madeleine, mais il pouvait au moins essayer de comprendre qui elle était vraiment. D'où elle venait, ce qui la rendait si différente. Il entreprit une enquête discrète, utilisant ses contacts parmi les autres contremaîtres et marchands de la région. Il retrouva la trace de Thaddeus Cormier, le marchand qui avait vendu Madeleine à Édouard. Cormier tenait maintenant un comptoir commercial près de Bâton Rouge, ayant apparemment abandonné le commerce des esclaves. Jacques s'y rendit un samedi, profitant d'une permission d'Édouard pour régler des affaires personnelles à la Nouvelle-Orléans. Il trouva Cormier dans son établissement poussiéreux, un homme qui avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Lorsque Jacques mentionna le nom de Madeleine, le marchand pâlit visiblement. « Pourquoi vous me demandez ça ?» murmura Cormier en jetant des regards nerveux autour de lui. « Qu'est-ce qu'elle a fait? Dites-moi d'où elle vient vraiment. Les vrais faits. » Cormier hésita longuement, puis céda. « Vous voulez savoir? Vraiment savoir ?» Il versa 2 verres de whisky d'une main tremblante. « Je l'ai acheté à un capitaine de navire à la Nouvelle-Orléans. Un type bizarre. Un mulâtre qui faisait la route entre Haïti et la Louisiane. Il m'a vendu Madeleine pour presque rien, comme s'il voulait juste s'en débarrasser. J'aurais dû me méfier. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur elle? Pas grand-chose. Juste qu'elle venait d'une plantation près du Cap Français, avant la Révolution haïtienne. Qu'elle avait appartenu à un colon français qui... Cormier s'arrêta, but une longue gorgée. Le capitaine a laissé entendre que ce colon pratiquait certaines expériences. Quel genre d'expérience? Le genre dont on ne parle pas. Le genre qui mélange la science, la philosophie et des choses qui ne devraient pas être mélangées. Cormier se pencha plus près. Vous savez comment c'était là-bas, avant que les esclaves se révoltent. Les colons français vivaient comme des dieux. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient à leurs esclaves. Certains cherchaient à comprendre les limites de l'esprit humain, à voir jusqu'où on pouvait pousser quelqu'un, à briser la volonté puis à la reconstruire, à créer des serviteurs parfaitement obéissants. Jacques sentit un frisson lui parcourir l'échine. Vous dites qu'elle a été conditionnée, programmée, reconstruite. Appelez ça comme vous voulez.
Cormier termina son verre. Le capitaine m'a dit qu'il y en avait eu d'autres, des expériences similaires, mais Madeleine était la seule qui avait survécu au processus. Les autres étaient morts ou étaient devenus complètement fous. Elle est restée fonctionnelle, mais quelque chose s'est brisé en elle. Ou peut-être que quelque chose de nouveau est né. Je ne sais pas. Pourquoi vous me dites tout ça maintenant? Pourquoi vous ne m'avez rien dit au marché? Cormier le regarda droit dans les yeux. Parce que j'avais besoin de l'argent. Et parce que je pensais que peut-être, dans une grande plantation avec beaucoup de monde, elle passerait inaperçue, que son anomalie serait diluée. J'avais tort, n'est-ce pas? Elle recommence à faire ce qu'elle faisait chez ses autres propriétaires. Quoi exactement? Prendre le contrôle, pas de la plantation, pas tout de suite, mais des gens, un par un. Elle s'infiltre dans leur tête. Elle apprend comment ils pensent, comment ils fonctionnent, et ensuite... Cormier ne termina pas sa phrase. Ensuite quoi? Ensuite elle les possède, pas au sens spirituel, au sens pratique. Elle connaît leurs faiblesses, leurs peurs, leurs secrets, et elle utilise ses connaissances. Elle devient indispensable au maître parce qu'elle lui donne ce qu'il veut, du contrôle absolu sur ses esclaves. Mais le prix à payer, il secoua la tête. Le prix est toujours trop élevé. Qu'est-il arrivé à ses autres propriétaires? Cormier ne répondit pas immédiatement. Ses mains tremblaient alors qu'il se resservait un verre. Le premier est mort dans son sommeil, comme votre vieil esclave, j'imagine. Le deuxième est devenu fou, complètement fou. Il a mis le feu à sa propre maison et est mort dans l'incendie. Le troisième s'est tranché la gorge avec un rasoir. Le quatrième a disparu. On n'a jamais retrouvé son corps. Le cinquième, celui qui était près de Bâton Rouge, c'est lui qui m'a payé pour que je l'emmène loin de sa propriété. Il m'a supplié, vous comprenez? Un homme riche, puissant, qui me suppliait en pleurant de le débarrasser d'elle. Pourquoi vous ne l'avez pas? Jacques ne put terminer sa phrase, mais le sous-entendu était clair. La tuer. Cormier eut un rire amer. Vous croyez que personne n'a essayé? Le quatrième propriétaire, celui qui a disparu, selon les rumeurs, il avait ordonné à son contremaître de se débarrasser d'elle discrètement, de la noyer dans le bayou. Le contremaître est revenu seul, et le lendemain, le propriétaire avait disparu. Coïncidence? Peut-être. Mais moi, je ne prends pas ce risque. Jacques quitta l'établissement de Cormier avec une nausée qui n'avait rien à voir avec le whisky. Tout prenait sens maintenant. Les comportements étranges, les morts inexpliquées, la façon dont Madeleine semblait toujours savoir exactement ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire pour se rendre indispensable. Elle n'était pas possédée. Elle n'était pas un esprit ou un démon. Elle était quelque chose de bien pire. Un être humain qui avait été tellement torturé, tellement brisé et reconstruit qu'il n'était plus vraiment humain. Une machine biologique programmée pour infiltrer, observer, contrôler. Un produit de la cruauté humaine poussé à son paroxysme. Et cette machine était maintenant installée au cœur de Bellevue. Jacques rentra à la plantation avec une résolution. Il devait convaincre Édouard de se débarrasser de Madeleine, quel qu'en soit le prix. Mais lorsqu'il arriva, il découvrit que la situation avait empiré en son absence. Célestine était alitée, en proie à des fièvres et des délires. Le docteur Gervais était à son chevet, perplexe. Tous les symptômes suggéraient une fièvre cérébrale, mais quelque chose ne collait pas. Les épisodes étaient trop soudains, trop violents, puis disparaissaient complètement pour revenir quelques heures plus tard. Et dans ces moments de délire, Célestine répétait sans cesse le même nom. Madeleine. Édouard, pour la première fois depuis l'achat de l'esclave, commençait à avoir des doutes. Sa femme, dont la santé s'était toujours montrée robuste, dépérissait à vue d'œil. Les enfants refusaient de jouer dehors, terrifiés à l'idée de croiser la dame aux yeux qui ne clignent pas. La plantation entière semblait sous l'emprise d'une atmosphère malsaine, oppressante. Jacques saisit cette ouverture. Il demanda une audience privée avec Édouard et lui révéla tout ce qu'il avait découvert sur le passé de Madeleine. Les autres propriétaires, les morts suspectes, les expériences à Haïti, le conditionnement mental.
Édouard écouta en silence, son visage se fermant progressivement. Lorsque Jacques termina, le maître de Bellevue resta muet pendant de longues minutes, fixant les papiers étalés sur son bureau. « Vous me demandez de me débarrasser d'un investissement basé sur des ragots et des superstitions ?» dit-il finalement. « Monsieur, je vous demande de considérer les faits. Joseph est mort, votre femme est malade, vos enfants sont terrorisés. Les autres esclaves sont au bord de la révolte. Tout cela a commencé avec l'arrivée de cette femme. Corrélation n'est pas causalité, Jacques. Vous me l'avez appris vous-même il y a des années. » Édouard se leva et se dirigea vers la fenêtre. Joseph était vieux. Célestine a toujours eu une constitution nerveuse. Les enfants sont impressionnables. Et les esclaves? Eh bien, les esclaves sont toujours inquiets de quelque chose. Monsieur, assez. Édouard se retourna brusquement. Je ne vais pas me laisser dicter ma conduite par la peur irrationnelle. Madeleine reste. Elle est utile. Elle fait son travail. C'est tout ce qui compte. Jacques comprit à ce moment-là quelque chose de terrible. Édouard ne pouvait plus se débarrasser de Madeleine. Pas parce qu'il la trouvait utile, mais parce qu'admettre qu'il s'était trompé, qu'il avait introduit un élément dangereux dans sa plantation, équivaudrait à admettre un échec de jugement. Et Édouard Fontaine n'admettait jamais ses échecs. Ou peut-être était-ce déjà trop tard. Peut-être Madeleine avait-elle déjà infiltré l'esprit d'Édouard, subtilement, progressivement, jusqu'à ce qu'il devienne incapable de prendre la décision rationnelle de s'en séparer. Cette nuit-là, une nouvelle crise frappa Bellevue. 3 esclaves tentèrent de s'enfuir, profitant de l'obscurité pour gagner le bayou avec l'intention de suivre le cours d'eau jusqu'au Mississippi, puis de trouver passage vers le nord sur un bateau. Ils furent capturés avant d'avoir parcouru 2 kilomètres. Par qui? Par Madeleine. Elle les avait suivis silencieusement dans l'obscurité, avec une aisance qui défiait toute explication rationnelle. Elle ne portait pas de lanterne, ne faisait pas de bruit, mais elle les avait pistés comme un animal traque sa proie. Lorsque les fugitifs s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle, persuadés d'avoir semé toute poursuite, elle surgit devant eux du néant. Les 3 hommes la décrivirent plus tard, durant leur interrogatoire, comme une apparition fantomatique. Elle ne courut pas vers eux. Elle marcha, lentement, inexorablement, et dans ses yeux brillait quelque chose qui les pétrifia sur place. Ils auraient pu s'enfuir, se battre, tenter quelque chose, mais ils restèrent là, paralysés, jusqu'à ce que les chiens de garde et Jacques arrivent, alertés par Madeleine. Le châtiment fut terrible. Édouard, furieux de cette tentative d'évasion qui mettait en danger sa réputation et sa fortune, ordonna un exemple sévère. Les 3 hommes furent fouettés publiquement jusqu'à l'évanouissement, puis enchaînés et condamnés aux travaux les plus pénibles sous surveillance constante. Mais ce qui terrifia le plus tous les témoins, ce ne fut pas le châtiment lui-même. Ce fut le visage de Madeleine pendant qu'il se déroulait. Elle observait, immobile comme toujours, sans expression. Mais dans ses yeux brillait quelque chose qui ressemblait à de la satisfaction. Cette vision entrait Jacques pour le reste de ses jours, car à ce moment-là, il comprit que Madeleine ne se contentait pas d'obéir. Elle prenait du plaisir dans la souffrance qu'elle causait. Non pas un plaisir sadique ordinaire, mais quelque chose de plus froid, de plus calculé. Comme si chaque acte de cruauté, chaque instant de terreur qu'elle provoquait, la nourrissait d'une manière fondamentale. Les jours suivants furent marqués par une série d'incidents qui achevèrent de convaincre Jacques que Bellevue glissait vers une catastrophe. Célestine, dans un moment de lucidité entre ses crises, supplia Édouard de renvoyer Madeleine. Elle raconta qu'elle la voyait dans ses rêves, debout au pied de son lit, l'observant pendant qu'elle dormait. Édouard attribua cela aux fièvres, mais ordonna tout de même que Madeleine ne s'approche plus de la maison principale. Cette restriction fut ignorée. Ou plutôt, Madeleine continua d'apparaître là où elle ne devrait pas être. Dans le couloir près de la chambre conjugale. Dans le jardin sous les fenêtres des enfants. Toujours immobile. Toujours observant. Le petit Henri cessa complètement de parler. Paul, l'aîné,
se mit à faire des cauchemars si violents qu'il se réveillait en hurlant. Le docteur Gervais ne savait plus quoi prescrire. Toute la famille Fontaine semblait se désintégrer sous une pression invisible. C'est par une nuit étouffante de juin que tout bascula définitivement. Jacques, qui ne dormait plus que par courtes périodes, entendait des bruits provenant des quartiers des esclaves. Pas des cris, quelque chose de pire. Un chant, bas, répétitif, dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Il s'habilla rapidement et sortit. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Dans la cour centrale des quartiers, éclairée par des torches, près de 50 esclaves étaient rassemblés. Et tous chantaient. Le même chant monotone, hypnotique. Leurs yeux étaient ouverts mais vides, comme s'ils ne voyaient rien. Comme s'ils n'étaient plus vraiment là. Au centre du cercle se tenait Madeleine, les bras levés, et pour la première fois depuis son arrivée, elle souriait. Un sourire terrible, triomphant. Jacques comprit avec une clarté horrifiante ce qui se passait. Elle ne les espionnait pas. Elle ne les contrôlait pas pour le compte d'Édouard. Elle les préparait. Lentement, méthodiquement, elle avait infiltré leur esprit, un par un, brisant leur volonté, les transformant en extension d'elle-même. Il courut vers la maison principale pour alerter Édouard. Mais en arrivant, il trouva son maître debout sur la galerie, regardant fixement en direction des quartiers des esclaves, les yeux aussi vides que ceux des chanteurs. « Monsieur Fontaine !» Jacques le secoua. « Monsieur !» Édouard cligna des yeux, sembla revenir à lui. « Jacques ? Qu'est-ce qui se passe ?»« Elle les a pris, monsieur, tous. Et je crois qu'elle vient pour vous. » À ce moment précis, le chant cessa. Un silence absolu tomba sur Bellevue. Puis, dans ce silence, ils entendirent des pas, des dizaines de pas, marchant à l'unisson, se rapprochant. Les esclaves, sous le contrôle de Madeleine, sortaient des quartiers et avançaient vers la maison principale. Pas en courant, pas en se précipitant. Marchant, lentement, inexorablement. Leurs visages dénués d'expression, leurs yeux vides, et en tête de cette procession fantomatique, Madeleine, toujours souriante. Jacques saisit son pistolet, mais Édouard l'arrêta. « Non, ce sont mes esclaves, ma propriété. Je ne vais pas... » Mais sa voix se brisa. Pour la première fois, la peur authentique traversa son visage. La procession s'arrêta à 20 mètres de la maison. Madeleine fit un pas en avant, seule. Et lorsqu'elle parla, ce ne fut plus avec sa voix douce et mélodieuse. C'était comme si 50 voix parlaient en même temps, se superposant, créant une cacophonie terrifiante qui semblait venir de partout et de nulle part. Vous avez acheté un corps. Vous pensiez acheter une esclave. Mais ce que vous avez vraiment acheté, c'était une graine. Et maintenant l'arbre a poussé. Jacques visa Madeleine, sa main tremblant. Que voulez-vous? Ce que toute chose vivante veut. Survivre, grandir, se multiplier. Le sourire de Madeleine s'élargit. Vous comprenez maintenant pourquoi personne n'enchérissait sur moi. Pas par ignorance, par instinct de préservation. Mais Monsieur Fontaine, lui, a vu une opportunité, un bon prix, un investissement rentable. Édouard, pâle comme un mort, articula difficilement. Qu'avez-vous fait à mes gens? Vos gens? Le rire de Madeleine résonna, multiplié par 50 gorges. Ils ne sont plus vôtres, ils sont miens, comme vous allez être miens, comme toute cette plantation va être mienne. Jacques tira. La balle frappa Madeleine en pleine poitrine. Elle vacilla, fit un pas en arrière, puis se redressa. Le sang coulait de la blessure, noir dans la lumière des torches. Mais elle ne tombait pas. Elle souriait toujours. « Vous ne comprenez toujours pas, » murmura-t-elle. « Ce corps n'est qu'un véhicule. Je ne suis pas dans ce corps, je suis dans tous les corps. Je suis devenu ce que mon maître à Saint-Domingue voulait créer. Un esprit collectif, une conscience distribuée. Il a échoué à me contrôler, alors je l'ai dévoré, comme j'ai dévoré tous ceux qui m'ont possédé depuis. Ce fut à ce moment que Célestine apparut dans l'embrasure de la porte, tenant un fusil de chasse. Sans un mot, sans une hésitation, elle tira.
Une fois, 2 fois, les décharges arrachèrent la moitié du visage de Madeleine. Le corps tomba, s'effondra comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Un silence assourdissant suivit. Les 50 esclaves restèrent immobiles. Puis, lentement, un par un, ils cligèrent des yeux. La conscience revint dans leurs regards, la confusion, la terreur. Ils regardèrent autour d'eux, ne comprenant pas comment ils étaient arrivés là, pourquoi ils se tenaient devant la maison du maître en pleine nuit. Puis, ils virent le corps de Madeleine, mutilé, dans une mare de sang noir, et ils s'enfuirent, courant dans toutes les directions, terrifiés. Jacques et Édouard restèrent figés, incapables de bouger. Ce fut Célestine, pâle mais déterminée, qui rompit le silence. Brûler le corps, maintenant, et brûler tout ce qui lui a appartenu. Ils brûlèrent Madeleine avant l'aube, un bûcher improvisé près du bayou, loin de tout bâtiment. Jacques et 3 esclaves qu'il jugea assez solides mentalement pour l'assister, entassèrent du bois, versèrent de l'huile et allumèrent le feu. Le corps brûla pendant des heures, et pendant tout ce temps, Jacques aurait juré avoir entendu des murmures s'échapper des flammes, des mots dans des langues inconnues, des promesses, des menaces. Quand il ne resta que des cendres, ils les dispersèrent dans les eaux noires du bayou. Puis ils brûlèrent la cabane où elle avait dormi, la buanderie où elle avait travaillé, chaque vêtement, chaque objet qu'elle avait touché. Édouard ne fut plus jamais le même homme. Il vieillit de 20 ans en une nuit. Ses cheveux blanchirent en quelques semaines. Il cessa de tenir ses registres avec la même rigueur maniaque. Le nom de Madeleine fut rayé de tous les documents, de toutes les listes, comme si elle n'avait jamais existé. Célestine reprit progressivement des forces, mais les cauchemars ne la quittèrent jamais complètement. Les enfants mirent des mois à retrouver un semblant de normalité. Le petit Henri ne prononça plus jamais le nom de « la dame aux yeux qui ne clignent pas ». Dans les quartiers des esclaves, personne ne parlait de cette nuit. C'était un silence différent de celui qui avait régné durant les mois de présence de Madeleine. Un silence choisi, protecteur, comme si le simple fait d'en parler risquait de la faire revenir. Thérèse fit bénir les quartiers 3 fois par le père Augustin. Elle distribua des médailles de la Vierge à tous, même à ceux qui pratiquaient encore en secret les religions de leurs ancêtres. Tous les acceptèrent. Certaines protections transcendaient les divisions religieuses. Jacques Bertrand quitta Bellevue 6 mois plus tard. Il ne donna jamais d'explication précise à Édouard, parla d'une opportunité ailleurs, d'un besoin de changement. Mais la vérité, c'est qu'il ne supportait plus d'être là. Chaque nuit, il se réveillait en sueur, certain de voir une silhouette immobile au pied de son lit. Et même après son départ, même des années plus tard, cette vision continua de le hanter. La plantation Bellevue ne retrouva jamais sa prospérité d'avant. Les récoltes furent médiocres. Les esclaves, même libérés de l'influence de Madeleine, restèrent craintifs, moins productifs. Certains s'enfuirent malgré les risques. D'autres moururent prématurément, comme si quelque chose en eux s'était brisé cette nuit-là. Édouard vendit la propriété en 1830 pour une fraction de sa valeur. Les nouveaux propriétaires ne restèrent pas longtemps. Bellevue changea de main 5 fois en 20 ans, chaque famille partant après quelques années, évoquant vaguement des difficultés, une atmosphère malsaine, des événements inexplicables. En 1853, la plantation fut abandonnée. Les bâtiments tombèrent en ruine. La végétation reprit ses droits. Le bayou engloutit progressivement les champs autrefois prospères. Des décennies plus tard, un notaire de la Nouvelle-Orléans nommé Étienne Marchand, en réglant une succession compliquée, tomba sur les anciens registres de Bellevue. Il nota une anomalie curieuse dans les documents d'avril 1823. Une ligne avait été ajoutée mentionnant l'achat d'une esclave nommée Madeleine. Puis cette ligne avait été barrée, raturée avec une encre différente, presque violemment. Intrigué, Marchand enquêta. Il interrogea les rares survivants de cette époque, recueillit des témoignages fragmentaires, incohérents. Certains parlèrent d'une femme qui ne dormait jamais,
d'autres d'une épidémie de folie collective, d'autres encore refusaient catégoriquement d'évoquer le sujet. Il finit par retrouver Jacques Bertrand, alors âgé de 70 ans, vivant retiré près de Mobile. Le vieil homme accepta de parler, à condition que son témoignage ne soit jamais publié de son vivant. Ce qu'il raconta glaça le notaire. Mais ce qui le terrifia vraiment, ce fut la conclusion de Jacques. « Vous voulez savoir si nous l'avons vraiment tué ?» demanda le vieil homme, son regard lointain fixé sur un horizon que lui seul pouvait voir. « Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su. Ce corps, oui, nous l'avons détruit. Mais était-elle vraiment dans ce corps? Ou était-elle déjà passée dans l'un d'entre nous? Dans plusieurs d'entre nous, elle parlait d'être distribuée, disséminée. Alors peut-être qu'en tuant son corps, nous n'avons fait que la libérer, la forcer à trouver de nouveaux hôtes. Vous pensez qu'elle existe encore quelque part? » Jacques sourit tristement. « Je pense que Madeleine n'a jamais vraiment existé. C'était juste un nom, un visage. Mais ce qu'elle était devenue, ce qu'on avait fait d'elle à Saint-Domingue, cela ne meurt pas. Cela se propage. Comme une maladie, comme une idée. Et les idées, Monsieur Marchand, les idées ne meurent jamais vraiment. » Le notaire quitta Mobile avec ses notes. Troublé, il rangea le dossier dans ses archives, décidant de ne jamais poursuivre cette investigation. Certaines histoires, conclut-il, étaient mieux laissées dans l'oubli. Mais dans les décennies qui suivirent, d'autres histoires similaires émergèrent sporadiquement. En Géorgie, en Caroline du Sud, au Mississippi. Toujours la même structure. Un propriétaire achetait un esclave, homme ou femme, pour un prix ridiculement bas. Au début, tout semblait normal. Puis l'atmosphère changeait. Les gens commençaient à avoir peur. Des morts inexpliquées survenaient. Et finalement, une nuit, quelque chose de terrible se produisait. Ces histoires n'étaient jamais officiellement documentées. Elles circulaient oralement, de plantation en plantation, de contremaître en contremaître. Des avertissements murmurés lors des marchés aux esclaves. Méfiez-vous des bonnes affaires. Méfiez-vous de ceux que personne ne veut acheter. Il y a peut-être une raison. Et parfois, très rarement, quelqu'un mentionnait un nom. Pas toujours Madeleine, parfois Marie ou Marguerite, ou simplement celle qui ne dort jamais. Mais toujours la même description. Les yeux qui ne clignent pas, le silence obstiné, la capacité à voir à travers les gens, et cette présence, cette qualité indéfinissable qui faisait comprendre instinctivement que quelque chose n'allait pas. Le dernier témoignage connu date de 1861, juste avant que la guerre civile ne bouleverse tout le système esclavagiste du Sud. Un marchand de Charleston mentionna dans une lettre privée à un associé avoir dû refuser une acquisition problématique parce que elle avait ce regard. Vous savez de quoi je parle? Le regard de celle de Louisiane. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, ces histoires disparurent des archives. Ou du moins, elles prirent d'autres formes, des légendes urbaines, des contes pour effrayer, des métaphores sur la façon dont la cruauté humaine crée des monstres. Les registres paroissiaux de Saint-Charles en Louisiane conservent toujours cette ligne barrée datant d'avril 1823. Personne ne sait vraiment pourquoi elle a été ajoutée puis effacée. Les historiens locaux attribuent cela à une simple erreur de transcription. Mais si vous visitez les ruines envahies par la végétation de ce qui fut autrefois la plantation Bellevue, si vous vous tenez près du bayou aux eaux noires à l'heure où le jour décline, vous pourriez ressentir quelque chose d'étrange. Une présence. Pas hostile, pas vraiment. Simplement observatrice, comme si quelque chose vous regardait avec des yeux qui ne clignent jamais. Et si vous restez assez longtemps, si vous écoutez attentivement le murmure du vent dans les cyprès et le clapotis de l'eau contre les racines, vous pourriez entendre quelque chose qui ressemble à un chant, bas, répétitif, dans une langue que personne ne parle plus depuis longtemps. Mais ce ne sont que des légendes, bien sûr. Des histoires racontées pour expliquer pourquoi certains lieux semblent porter le poids de tragédies anciennes. La vérité,
La véritable vérité sur ce qui s'est passé à Bellevue entre avril et juin 1823 est probablement beaucoup plus simple, plus rationnelle, plus explicable. Du moins, c'est ce que nous aimons nous dire. Car admettre l'alternative, admettre que la cruauté humaine peut créer quelque chose qui transcende l'humanité elle-même, quelque chose qui survit au-delà du corps qui l'abritait, quelque chose qui se propage et se transmet comme un virus de l'esprit. Admettre cela serait reconnaître que nous ne sommes pas aussi en contrôle que nous le pensons, que les horreurs que nous infligeons aux autres peuvent revenir nous hanter de façon que nous ne pouvons pas prévoir ni comprendre. Alors nous préférons classer ces histoires comme des superstitions, des exagérations, des métaphores. Mais la ligne barrée reste dans le registre. Et les ruines de Bellevue restent désertes, même aujourd'hui, plus de 150 ans après les événements. Et si vous demandiez aux gens de la région pourquoi personne ne reconstruit là-bas, pourquoi cette terre fertile reste inexploitée, ils hausseraient les épaules et diraient vaguement que ce n'est pas un bon endroit, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cet endroit. Mais ils ne préciseraient jamais quoi, parce que certaines choses, une fois nommées, deviennent réelles. Et certaines réalités, il vaut mieux les laisser dans le silence et l'oubli. Si cette histoire vous a donné des frissons, si vous vous demandez maintenant ce qui s'est vraiment passé à Bellevue, laissez un commentaire avec ce que vous en pensez. Était-ce une manipulation psychologique extrême, une forme de conditionnement mental poussé à son paroxysme, ou quelque chose d'autre, quelque chose que nous préférons ne pas nommer? Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres mystères enfouis dans les archives de l'histoire. Et partagez cette histoire avec ceux qui apprécient les récits qui troublent et qui questionnent. Car la frontière entre l'histoire et la légende, entre le réel et l'inexplicable, est parfois bien plus mince que nous voulons l'admettre. Et peut-être que quelque part, dans une plantation abandonnée ou une maison oubliée, quelque chose observe toujours, attendant, silencieux, patient, avec des yeux qui ne clignent jamais.